bonjour à toutes et à tous. Alors merci d'avoir accepté d'être l'un des grands témoins de cette journée. Vous êtes le directeur exécutif d'EDF en charge du parc nucléaire et thermique. Bon, en clair, vous êtes le patron des réacteurs nucléaires français, dont un certain nombre a dû être mis à l'arrêt après la découverte de micro-fissures. Alors ça, c'était juste avant le début de la guerre en Ukraine, avec les conséquences qu'on sait sur l'approvisionnement en gaz et en pétrole. Bienvenue, voilà, et on peut donc dire que vous êtes au cœur de la crise. Les crises, vous en avez aussi affronté et géré dans un autre domaine, dans un autre monde, entre 2012 et 2017, quand vous étiez le directeur de cabinet du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Et mis à part cette parenthèse au plus haut niveau de l'État, mais ça fait 25 ans que vous exercez chez EDF et vous avez de la chance parce qu'EDF, c'est, paraît-il, l'une des entreprises préférées des Français. Mais pas paraît-il, c'est le cas. Ouais, jusqu'à présent, on verra à la fin d'hiver. Hein. Nous sommes dans le top 5 depuis au moins 20 ans. Et nous le resterons. Le top 5 ou top 50 5. Oui. Et nous le resterons surtout. En tout cas, et ce n'est pas une plaisanterie, les études de l'IFOP montrent que vous êtes extrêmement populaire. Je parle d'EDF, on verra vous après. J'étais surpris. Oui, c'est pas ce qu'on dit toujours de nous, effectivement. Non, c'est pas ce qu'on dit de moi. En tout cas, ça témoigne, au niveau d'EDF, d'une capacité réelle à surmonter les crises, à préserver surtout la réputation d'EDF auprès du grand public. Est-ce que vous avez un secret, une formule magique, une organisation particulièrement efficace chez EDF pour préserver votre réputation? Non, je ne pense pas que nous ayons le moindre secret. La particularité de la maison EDF, et vous êtes sans doute nombreux à la connaître ici, c'est que, au fond, la crise est un peu notre mode commun. Elle est un peu permanente, tout simplement parce que il suffit d'un hiver, il suffit d'un été, il suffit de n'importe quel événement saisonnier pour que, immédiatement, évidemment, vous voyez, notamment du côté d'Enedis, notre responsable de la distribution sur le terrain. Mais d'une manière générale, les crises, par définition, elles sont au cœur de notre système et de notre organisation. D'abord, par la nature de notre activité, nous délivrons un bien exceptionnel, un bien essentiel. Le deuxième, c'est parce que notre panel d'actions, mais vous avez vu Guillaume Pépi tout à l'heure, dans ces grandes entreprises, nous intervenons du stade le plus intellectuel, celui de l'ingénierie, jusqu'à l'intervention la plus matérielle. Et donc, tous les métiers sont représentés au fond dans notre direction. Et enfin, nous sommes, c'est peut-être moins connu, une entreprise internationale. Nous sommes présents sur tous les continents. Et donc, nous avons les problèmes que rencontre n'importe quelle entreprise qui est présente en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou n'importe où, lorsque se passe un certain nombre d'événements. Et donc, toutes ces problématiques-là nous heurtent en permanence. Et effectivement, vous avez rappelé que j'étais un vieux machin de l'EDF. Ça fait effectivement 25 ans que je traîne mes guêtres dans la grande maison électrique. Et j'ai été le directeur de crise de la tempête de 99. J'ai été le directeur de crise de la canicule de 2003. Aujourd'hui, j'affronte, comme vous aviez la gentillesse de le rappeler, le défaut générique de la crise de la corrosion sous contrainte. C'est ce qui fait d'ailleurs que le patron de la sécurité chez nous, que vous connaissez tous, l'immense Émile Pérez, est toujours pris d'une grande angoisse quand il voit mon tour de garde arriver comme directeur de crise. Et il se dit, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Non, je vais tenter de me calmer dans les années qui viennent, mais c'est vrai que la question de la crise est permanente chez nous, et donc nous avons une organisation assez millimétrée, une direction de crise avec de très très beaux locaux de crise, je crois, qui font référence. Des salles de crise. Des salles de crise très, très organisées pour l'ensemble des pôles qui peuvent être concernés. Nous avons bien sûr une direction des risques, nous avons la remarquable direction de la sécurité des mines. Bref, nous sommes très organisés, avec une difficulté qui est plus récente,
c'est que les lois de libéralisation du marché de l'électricité ont petit à petit commencé à découper en tranches EDF. Et donc, vous avez d'un côté RTE, le réseau de très haute tension, vous avez Enedis qui fait encore partie de la maison, mais qui est dans un mode de gestion indépendante. Et donc, l'un des points importants déjà à l'interne, est un mot qui tient à cœur à Émile, je sais, c'est la coproduction de sécurité et de gestion de crise. Et ce sujet-là, il est objectivement très complexe dans la maison telle qu'elle est aujourd'hui conçue. C'est notre petite difficulté. Mais pour le reste, oui, c'est vrai, nous sommes très organisés. Alors, vous êtes super bien organisés. Manifestement. Parfaitement, vous anticipez parfaitement tout ce qui va vous arriver, tellement bien qu'on va avoir des coupures. Alors... c'est vraiment très agréable, Stéphane. Tu m'avais dit bon, que ce serait chaleureux et sympathique. Bon, ça se discute. Coupure ou pas coupure? Coupure ou pas coupure? Bon, d'abord, pour être franc, je comprends rien. Et pourtant, j'ai quand même quelques heures de vol maintenant à l'hystérie collective qui prend notre pays sur le sujet. Puisque déjà, quand même, il suffit de traverser la frontière. Hein. Vous allez en Italie, en Espagne, en Belgique. Ils ont d'autres problèmes bien plus graves en matière énergétique. Et pour ça, il n'y a pas tous les soirs ou 20 h un gars qui vient dire « Ah bah attention, votre écowatt va clignoter ». Bon, enfin, et les gens qui comptent les centrales qui rentrent les unes après les autres. Il y a quelque chose là de l'ordre de l'irrationnel qui est incompréhensible. Très concrètement, c'est une affaire de puissance disponible. RTE, qui est le gestionnaire de l'équilibre du système électrique, nous a dit « je veux entre 38 et 40 gigawatts au mois de décembre ». Et sincèrement, j'ai dit, mais je l'ai dit publiquement, j'ai été auditionné combien de fois, j'ai dit que nous aurions 38 à 40 gigawatts de nucléaire disponibles au mois de décembre, et vous avez 38 à 40 gigawatts de disponibles, et donc je ne vois pas pourquoi on aurait des coupures au mois de décembre. On n'en parle plus, on parle de janvier. Alors maintenant, oui, ben forcément. Maintenant, on est sur le mois suivant. Alors sur le mois suivant, RTE nous dit « je voudrais entre 45 et 50 gigawatts de nucléaire disponible ». Aujourd'hui, la vérité, c'est que je suis sur le plancher. Et que le sujet, c'est comment on monte le plus possible dans cette fourchette-là. Mais à nouveau, nous allons délivrer encore énormément d'énergie, heureusement, nucléaire, mais pas que nucléaire. Je suis aussi direction thermique, hein, elle est aussi chez moi. Les centrales à charbon, et je sais qu'on n'aime pas en parler parce que c'est pas du tout à la mode, mais moi je suis très fier de notre centrale charbon, très fier de nos turbines à combustion au fioul lourd, et évidemment de nos centrales à gaz, parce que c'est quand même grâce à ça que le soir à 19 h, vous avez de l'électricité. Donc c'est pas complètement rien que d'avoir de l'électricité à la pointe. Donc nous serons présents. La vérité, c'est quoi? C'est qu'effectivement, si nous devions avoir un hiver à la mode 2012, c'est-à-dire avec une température avec 7 degrés en dessous des normales, et ça pendant 4 ou 5 jours, nous serions collectivement en difficulté. Mais là encore, quand même, sachons raison garder, on n'est pas en train de parler de blackout, on parle de 2 heures de coupure dans une journée. Sincèrement, si vous avez une maison de campagne ou si vous avez du rural dans la famille, 2 heures de coupure, ça arrive au moins 4 fois par an et en général, ça ne provoque pas de suicide collectif. Donc, il n'y a pas de raison tout d'un coup de se mettre martel en tête à ce point-là. Alors, on va tout faire pour l'éviter. Bien sûr. Et bien sûr que dans le climat général d'interrogation sur notre destin, le délitement du pays, des coupures, le retour d'un truc des années 70, ça fera plaisir à personne. Et je serai moi-même le premier attristé et on va tout faire pour l'éviter. Mais en même temps, retrouvons quand même la bonne mesure. On a un système énergétique qui fonctionne, qui apporte l'énergie dont les Français ont besoin pour l'immense majorité du temps. Je vous le redis, hein, parce que évidemment, ça n'était pas très clair pour vous. Et donc, sur ce terrain-là, EDF des jours où j'ai pas la lumière à tous les étages. C'est normal. Voilà, mais maintenant, oui. Et merci. Grâce à ça, vous aurez cette énergie dont tous les Français ont besoin et qui est effectivement absolument essentielle, je crois, pour chacun d'entre nous, pour nos industries également. Au passage,
il y a quelque chose d'intéressant sociologiquement, c'est l'effort que font les Français, chacun d'entre vous, en termes de sobriété. Nous avons à la fois des entreprises, dont vous êtes les représentants, qui acceptent de s'effacer pendant un certain nombre de s'effacer, ça veut dire je vais consommer moins, réduire pendant un certain temps. Et puis nos concitoyens qui se mobilisent beaucoup, 10% de consommation électrique en moins, c'est absolument considérable. Le Covid, qui était notre dernière grande référence de baisse de la consommation, c'était 5-6%. Donc vous voyez que c'est très, très, très conséquent. Donc effectivement, le risque, c'est l'hiver très, très rude et qui dure, où là, tout notre système sera en difficulté, parce que les interconnexions qui nous lient à tous nos camarades européens seront elles-mêmes totalement saturées, parce que s'il fait froid, très froid en France, il fera très froid en Allemagne, très froid en Italie probablement. Donc on a malgré tout des questions de plaques sur lesquelles nous devons être vigilants. Mais aujourd'hui, pour l'essentiel, nous sommes au travail et à peu près au rendez-vous. Alors pourquoi on s'est trouvé dans cette crise-là ? Pardon, je suis un peu long, mais comme vous m'avez attaqué sur les crises, sur la corrosion sous contrainte, lâchez-vous. Je vais quand même vous dire un mot de la corrosion sous contrainte. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un défaut totalement inédit, d'un truc qu'on a trouvé sur des tuyauteries auxiliaires au circuit primaire et qui m'ont amené, je le sais, et on est assez critiqué pour ça, et d'ailleurs moi aussi, à fermer un certain nombre de réacteurs. Pourquoi ? Parce que la sûreté, alors chez nous on appelle ça la sûreté, hein. Le nucléaire c'est la sûreté et le travail d'Émile c'est la sécurité, dans la maison EDF et dans notre vocabulaire. La sûreté restera toujours la priorité absolue dans nos centrales. Et quand on parle du circuit primaire, c'est-à-dire là où se fait la réaction nucléaire, évidemment nous ne pouvons tolérer aucun défaut. Et donc, ce n'est pas la surréglementation, comme j'ai pu le lire, ce n'est pas l'horrible autorité de sûreté nucléaire, comme j'ai pu le lire. Non, c'est notre responsabilité d'exploitant. Nous sommes le numéro 1 mondial du nucléaire encore aujourd'hui, EDF. Nous sommes le premier exploitant mondial. Tous nos collègues exploitants nous regardent de très près. Et donc, à cet égard, il fallait prendre la responsabilité d'aller voir ce qui se passe dans ces fameuses tuyauteries auxiliaires. Alors, ça, c'était le démarrage. C'était il y a un an. En un an, nous avons compris le phénomène, nous avons désormais la capacité de le maîtriser et de mener les réparations qui vont prendre au moins 3 ans. C'est un lourd chantier qui vont prendre 3 ans et qui vont faire que, alors même qu'en même temps nous assurons la prolongation de la durée de vie de nos centrales, ce qu'on appelle le grand carénage, nous devons ajouter un chantier supplémentaire. C'est pour ça que vous avez eu tant de réacteurs absents sur le réseau pendant la période du printemps et de l'été. Mais notre engagement reste toujours le même, être à vos côtés et aux côtés de tous pendant l'hiver, c'est-à-dire la période froide. Alors, grâce à cet exercice de pédagogie de quelques minutes, grâce à vous, Monsieur Lewandowski, j'ai enfin tout compris. Or, il se trouve que ce n'est pas tout à fait non plus la communication grand public qui a été effectuée. La question, elle est, est-ce que c'est à vous de faire ce travail de communication en temps de crise ou est-ce que ce n'est pas votre boulot? Parce que finalement, là, c'est davantage l'État qui a communiqué. Et vous n'étiez pas toujours raccord. Oui, c'est vrai que j'en reviens à ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure. EDF n'est plus l'EDF que j'ai connu même en arrivant il y a 25 ans, où on était plénipotentiaire. Et d'ailleurs, c'était François Roussely, votre cher président d'honneur et mon mentor. C'est François qui, au moment de la tempête de 99, si vous avez quelques souvenirs, qui était lui-même aux 20h devant une carte électrique. Il est passé plusieurs fois en disant oh, voilà, là ça repart, là ça voilà. Bon. Parce que EDF était l'intégrateur de toute cette problématique électrique. C'est fini. Aujourd'hui, c'est RTE qui a en charge l'équilibre du système. Et d'ailleurs, c'est un garçon qui s'appelle Xavier Piéjazic, qui est patron de RTE, que vous voyez dans les médias, et qui vous dit, tiens, là, ça va plutôt bien, ou là, je suis plutôt inquiet. C'est à lui de donner cette parole. Et ensuite, le gouvernement, et là, c'est assez légitime. Quand on parle de délestage, il faut avoir une vision très, très systémique et très globale. Ce n'est pas qu'une affaire d'EDF. Savoir si on va laisser les écoles ouvertes pendant qu'il y a 2 heures de coupure, ce que l'on fait sur les TGV, ce qu'on fait, etc. C'est une organisation, il est logique que ce soit le gouvernement qui s'exprime. Alors après, le gouvernement, il a été un peu erratique, c'est vrai, dans ces dernières semaines, de temps en temps en inquiétant parce qu'il trouvait qu'il y avait trop peu de mobilisation, et puis ensuite avec un message du président en disant, écoutez, on se calme. On se calme, il y aura de la lumière. Il y aura de la lumière. Bon. On a un peu l'impression que c'était un peu comme le Covid, quoi. On entend tout et l'inverse de tout, non ?
Oui, enfin, quand on est dans le métier, oui. Sur le fond, les Français ont compris, je pense, l'essentiel, c'est qu'il y avait une crise énergétique sur la plaque européenne, qui n'est d'ailleurs pas due, je le dis ici, vous êtes des gens informés, qui n'est pas due qu'à la crise ukrainienne. Le problème, et je sais que je vais encore me faire des amis en le disant, mais je le dis partout où je vais, nous sommes allés trop vite et trop loin dans la substitution d'énergie intermittente aux énergies pilotables. En français, en allemand, on a développé à fond le solaire et l'éolien avant de regarder si oui ou non ces deux éléments-là nous permettaient d'assurer l'énergie dont nous avions besoin sur la plaque européenne. Or, j'ai un scoop pour toi, mon cher Stéphane, aujourd'hui et pour vous tous. Quand il n'y a pas de vent, l'éolien ne tourne pas. Et quand il n'y a pas de soleil, le solaire ne donne pas. Voilà. Voilà. Je suis heureux de t'avoir apporté cette information. Eh bien, aussi absurde que ça puisse paraître, on le redécouvre à chaque fois. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fermé partout des moyens de production pilotables. On n'a pas été plus malin que nos voisins. Moi-même, depuis que j'ai pris cette responsabilité, j'ai fermé Fessenheim. J'ai fermé la centrale thermique du Havre, et normalement, je devrais être en train de fermer la centrale de Cordemais. Bon, là, on s'est juste arrêté à dents en disant, mais c'est bien de tout fermer, mais s'il n'y a rien pour remplacer, on va finir dans le noir. Et la crise énergétique, elle commence là. Les prix de l'énergie commencent à augmenter à l'été 2021, c'est-à-dire 4 mois avant qu'on découvre ma crise de la corrosion sous contrainte, qui a eu bon dos, et 6 mois avant la guerre en Ukraine. Donc, nous avons un problème systémique d'absence de vision, d'absence de gestion du temps long, et ça, pas uniquement nous, c'est bien à la surface de l'Union européenne, parce que deuxième élément que tout le monde oublie systématiquement, ça c'est à nouveau pour Stéphane, l'électricité ne se stocke pas. C'est triste, on peut faire des petites batteries pour un certain nombre de moyens, mais l'électricité de masse, elle ne se stocke pas. Autrement dit, nous sommes interconnectés en permanence, nos électrons sont produits et circulent sur une plaque géographique qui est la plaque européenne. Et c'est cette plaque-là qu'il faut solidifier et sur laquelle il serait temps qu'on ait une Europe de l'énergie. Juste pour revenir sur l'effacement dont vous parliez tout à l'heure, Cédric Lewandowski, vous avez dit bon, les ménages, les foyers ont aussi pris leur part, mais il y a un mécanisme particulier pour les entreprises qui s'effacent. Il y a une compensation qui est mise en place. Oui, exactement, c'est contractuel. C'est contractuel. Il y a à peu près une centaine d'entreprises en France, relativement conséquentes. On appelle ça souvent des électro-intensifs, c'est-à-dire des gens qui consomment beaucoup d'électricité et qui vont, parce qu'ils vont abaisser leur puissance, parce qu'ils vont organiser leur système de production en hiver de manière un peu ralentie, nous permettent de récupérer des mégawatts. Donc, ce sont des gains qui sont quand même très, très significatifs. En effacement, on n'est pas loin de l'équivalent d'une moitié de réacteurs nucléaires, ce qui, dans des moments très tendus, n'est pas du tout anecdotique. C'est très important. Et on remercie 1000 fois les entreprises d'être solidaires. On va vous laisser souffler avec le nucléaire, si ça ne vous dérange pas. Non. Parce qu'au-delà de cette crise énergétique, vous, le groupe EDF, vous êtes exposé évidemment à de très nombreux risques. Quels sont les enjeux spécifiques que vous avez en matière de sécurité? Le premier, pardon de revenir au nucléaire, mais évidemment la centrale nucléaire est en soi quelque chose qui est à la fois de l'ordre de l'industrie lourde et en même temps un élément de risque qui est évident et vis-à-vis ça c'est la sûreté, ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. Sécurité aussi. C'est-à-dire que la confiance que les Français ont dans le nucléaire civil est aussi liée à la capacité, par exemple, qu'on ne puisse pas entrer dans une centrale comme dans un moulin. Vous voyez bien quand Greenpeace parvient à franchir ne serait-ce que la première clôture, à quel point on fait la une des médias, à quel point tout ça va. En général, ils ont quelques images en plus pour. Ils sont professionnels et ils sont très bien organisés. Et donc, effectivement, face à ça, nous avons un programme sécuritaire qui est extrêmement lourd, je parle de 1,5 milliard d'investissement dans le domaine sécuritaire depuis quelques années, qui est tout à fait essentiel parce que nous devons garantir aux Français que ce lieu très particulier qu'est la centrale nucléaire est totalement et strictement bien protégé. Nous avons un partenariat structurant avec la gendarmerie nationale, on a des PSPG sur place.
parler clair avec vous, vous êtes des professionnels. Il y a 25 ans, le PSPG, c'était la voie de la retraite. Hein. On avait le gendarme plutôt bedonnant en fin de carrière qui vient cachetonner. C'est fini, ça. C'est fini. Les PSPG, on a affaire à des gens qui sont extrêmement bien formés, qui viennent là d'ailleurs aussi parce qu'ils ont du temps pour se former encore plus et éventuellement aller vers des unités d'élite de la gendarmerie. Donc on a un dispositif qui est très très serré et très costaud et très incisif. Et c'est évidemment très important. Et puis ensuite, les problématiques de sécurité, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans la table ronde sur la cyber, bien sûr. Mais enfin, on a toutes les problématiques de sécurité que vous rencontrez les uns et les autres. La protection, bien sûr, de nos expatriés. J'ai redit que nous étions un groupe international. Évidemment, les sujets de malveillance interne ou externe, mais en commençant par l'interne, nous sommes, comme vous tous, aussi sujet à la radicalisation et donc nous devons avoir une surveillance très particulière de nos personnels. Je vous rappelle que les pilotes d'une centrale nucléaire, c'est 120 personnes. Donc c'est un corps social très particulier. Piloter une centrale, hein, c'est l'équivalent de piloter un A380. Vous êtes en permanence dans un climat de concentration extrême. Vous êtes, quand vous n'êtes pas aux commandes, vous êtes en entraînement. C'est un métier très très particulier de conduire une centrale nucléaire. Et donc on a besoin d'un corps social extrêmement uni et dans lequel il n'y a pas justement de phénomènes de type propagande ou quoi que ce soit. Donc c'est un souci constant que ce sujet de la radicalisation où, évidemment, nous avons aussi beaucoup d'adversaires tout court du nucléaire sur lesquels nous sommes très présents. Mais d'une manière générale, vous l'avez dit, en dehors du nucléaire, EDF est une société qui monte en puissance dans le domaine de la sécurité, mais il a encore des crises de nerfs de temps en temps, je vous rassure, parce qu'on a encore une espèce de naïveté, peut-être que le mot est un peu fort, mais on est une entreprise de service public, on est au service des autres, on est pour les autres. Donc finalement, pourquoi se protéger? Qu'avons-nous à cacher? Pour vous donner une idée hors sécurité, il y a encore 10 ans, on ne déposait pas de brevet à EDF. Ah non, on travaillait pour le monde, on travaillait pour l'encyclopédie, on travaillait pour l'universalisme. Et résultat, tous nos brevets, ils sont partis, ils ont enrichi des gens dans le monde entier, en France ou ailleurs. Et donc cette politique-là qui est... Non, en fait, on est une vraie entreprise. Ah. Nous avons un patrimoine à la fois physique et intellectuel à protéger, est une notion qui n'est pas encore si répandue et si claire que ça dans tout l'Empire. Et c'est pour ça que vous êtes une des rares entreprises à avoir une direction sécurité et intelligence économique. Exactement, exactement. Ça, c'est en partie Émile qui a développé... Il s'appelle Émile Pérez. Hein, Émile Pérez, pardon, votre vice-président, vous lui devez le respect. Et je crois qu'il n'est pas contre une génuflexion, mais ça, c'est bon, vous verrez avec lui. Mais effectivement, il est important que l'on dispose d'une vision qui soit la plus globale possible dans le domaine de la sécurité si on veut répondre à ces risques récents et à ce que nous sommes. Est-ce que la guerre en Ukraine, tout de même, a mis en lumière des risques nouveaux pour vous? Zaporijjia, c'est sympa. Petit bombardement. Oui. Bon, Zaporijjia, c'est d'abord en soi un étonnement au sens philosophique. Zaporijjia, c'est la marque d'un premier conflit de haute intensité dans un territoire nucléarisé. Et on va se dire la vérité ici, personne n'était prêt à ça. Personne ne l'avait totalement anticipé et il a fallu inventer un certain nombre de réflexes et d'attitudes. Dans l'immédiat, je voudrais rendre hommage à l'AIEA et à son patron. Il s'est saisi immédiatement du sujet et il a fédéré toute la communauté du nucléaire derrière lui. En clair, quand nous, on nous demande des services, quand on nous demande du matériel, quand on nous demande de l'expertise, c'est par l'intermédiaire de l'AIEA que nous allons être présents et apporter le service à nos collègues d'Energoatom qui, effectivement, sont en très grande souffrance. Ça, c'est pour l'immédiat. On fait tout notre possible pour éviter qu'à aucun moment
notamment Zaporijjia, mais peut-être d'autres centrales, basculent dans l'inconnu. Hein, et on n'a pas été très loin quand ils ont bombardé notamment tous les circuits d'alimentation électrique. Bon, il y a vraiment une concentration internationale. Au passage, encore une petite minute de publicité, mais je suis très fier de ça. Quand le patron de l'AIEA nous a dit, mais est-ce que pour assurer les relèves, hein, puisqu'il a décidé de mettre une cellule AIEA à Zaporijjia. Et donc, quand j'ai demandé à l'intérieur d'EDF si j'avais des volontaires pour aller dans un territoire de guerre qui parle le russe ou l'ukrainien et qui sache que c'est que la technologie de Zaporijjia, j'ai quand même 11 candidats qui, à tout moment, peuvent partir à Zaporijjia pour apporter du soutien à la cellule mise sur place. Et elle est très importante, cette cellule, parce que c'est elle qui fait que les bombardements, quand même, se sont heureusement beaucoup calmés sur la zone. Donc ça, c'est l'immédiat. On essaie d'être présent autant que possible. Ensuite, il y a l'avenir. C'est-à-dire, quel type de réflexion, mais là on va être lié bien sûr à la loi de programmation militaire, à toute la réflexion qui est en cours dans les armées et dont nous attendons beaucoup parce qu'elle est fondamentale, c'est effectivement qu'est-ce que c'est que le nucléaire dans une zone de combat de haute intensité en Europe. Le président de l'autorité de sûreté nucléaire, Bernard Doroszczuk, a déjà dit publiquement « Nous ne sortirons pas indemnes de Zaporijjia. Nous allons devoir réfléchir à la manière dont on sécurise, on peut anticiper, je ne sais pas, mais en tout cas sécuriser une centrale nucléaire dans un dispositif. Est-ce que ça doit devenir une espèce de territoire neutre? Est-ce que, enfin, il y a des réflexions à avoir de toute urgence, parce qu'on ne va pas entourer toutes les centrales nucléaires de batteries antimissiles, ça n'aurait évidemment aucun sens. Mais il y a toute une réflexion qu'il faut avoir aujourd'hui. On a évidemment pris en compte 2001 et les chutes d'avions, on a pris en compte bien évidemment Fukushima, mais ce sujet-là, en vérité, est encore devant nous et est une réflexion pour tout le monde occidental. Merci, Cédric Lewandowski. Je pense qu'il y aura des questions peut-être cette fois dans la salle. Et on va vous solliciter. S'il y a des bras qui se lèvent, alors, n'hésitez pas. Je crois qu'il est prêt, il est chaud. Je pense que vous pouvez même le taquiner. Alors. Ah, un bras tout au fond. Vous avez faim? Oui. Je comprends en même temps. Rebonjour, Yuan Pham, AXA Climate. Je me sacrifie pour une première question. Donc, les centrales nucléaires sont sujettes à pas mal de risques, hein, on vient de l'évoquer. Un de ceux que vous ne maîtrisez pas complètement, c'est le changement climatique, et notamment la température des rivières qui peut empêcher le rejet de l'eau qui est issue des circuits de refroidissement, notamment sur des périodes de canicule. Là, on aurait le plus besoin d'électricité pour les systèmes de climatisation, voire des hôpitaux, des climatisation industrielle d'industriels également. Comment faire face à ce genre d'enjeux pour l'avenir? Excellente question. Alors, là aussi, une histoire rapide et aujourd'hui. L'histoire, c'est quand même la canicule de 2003. La canicule de 2003 nous a permis d'énormément progresser sur le sujet. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que nous avons passé sans difficulté les 4 vagues caniculaires de cette année dans nos centrales en fonctionnement. On a beaucoup travaillé sur les hommes et les matériels. Faire en sorte évidemment que les températures ne soient pas invivables pour les hommes, ça va de soi, et aussi que les matériels puissent résister, notamment tout ce qui est câblage, vous l'imaginez bien. Sur ce terrain-là, on a beaucoup progressé. Il va falloir aller plus loin, mais ça tient bien. En revanche, sur tout ce qui est effluent, c'est-à-dire ce que vous évoquiez, là, nous avons besoin d'avancer. Alors, on est comme tout le monde, on s'est mis en marche. Aujourd'hui, on a créé une cellule qui s'appelle ADAPT. Je crois qu'il commence à faire référence, puisque mon ami Eric Hotelet, le major général des armées, a souhaité qu'on signe une convention ensemble et nous allons travailler ensemble sur le sujet avec toute une série d'institutions de la République. Qu'est-ce que nous apporte le programme ADAPT en interne? C'est une vision systémique, et pas uniquement homme, matériel, effluent, systémique du réchauffement climatique. Je vous donne un exemple qui me paraît très, très parlant. La centrale nucléaire de Gravelines. Gravelines, c'est Dunkerque, et Dunkerque, ce sera sous les eaux. Ça, on le sait d'avance. La date précise, on ne la connaît pas, mais on sait que Dunkerque sera sous les eaux.
Et le réflexe de l'exploitant pourrait te dire « Ouais, mais moi, je m'en fous, je ne serai pas sous les eaux. Parce que moi, je suis surélevé, j'ai fait des digues et tout va bien. » Et la vision systémique, c'est de se dire « Oui, mais si la centrale est devenue une île et qu'on ne peut plus y accéder, ni faire des travaux de maintenance, c'est quand même un tantinet fâcheux. » Bon. Et donc, effectivement, nous ne pouvons pas être absents de toute la réflexion sur la poldérisation du pays de Dunkerque. C'est juste un exemple un peu parlant pour dire que nous ne pouvons pas regarder que notre petit nombril. Pour autant, évidemment, on s'y consacre. On a un dispositif dans le nucléaire qui s'appelle la visite décennale. Tous les 10 ans, pour assurer la prolongation de la durée de vie, nous faisons énormément de travaux. Énormément de travaux, c'est par exemple la 4e visite décennale du parc de 900 MW qui est en cours aujourd'hui. C'est à peu près 50 000 actes et grosso modo 6 à 7 000 salariés sur le réacteur pendant un moment donné. Donc ce n'est pas des petits travaux. La VD4, la visite décennale actuelle, c'est la VD post-Fukushima. On duplique les systèmes d'eau, on duplique les systèmes d'électricité, etc. Je vous passe les détails. Ma conviction, c'est que la VD5, et on y travaille dès maintenant, c'est-à-dire le passage de 50 à 60 ans, c'est la visite décennale, bien sûr, du réchauffement climatique. Est-ce qu'une centrale nucléaire peut vivre en pays très chaud? Oui. Elle est aux Émirats arabes unis en fonctionnement, on en a dans un désert argentin, on en a dans un désert américain, oui. Mais évidemment, il faut mettre en place des méthodologies, une organisation très particulière. Donc ça, c'est les travaux qui nous attendent et sur lesquels nous sommes en train de travailler. Pour autant, et je termine par là, l'été 2022 a été un choc. Je pense pour nous tous. C'est-à-dire que l'été 2022, il se passe exactement ce qu'on avait prévu, mais dans 15 ans. Donc l'anticipation là, on n'y est pas. La Loire totalement asséchée, la Garonne à 32 degrés, chez moi à Saint-Alban dans le Rhône, un Rhône à 28 degrés. Tout ça, on l'a anticipé. Tout ça, on le voyait, mais dans 15 ans. Donc nous allons devoir accélérer, c'est évident, la mise en place de travaux très importants pour, et c'était le cœur de votre question, diminuer au maximum l'utilisation de l'eau. Parce que les conflits autour des usages de l'eau vont être très prégnants, y compris dans notre pays. Ça, c'est évident. Et ça, dans les années qui viennent. Et on l'a vu dès cet été, on a eu besoin de mettre en place des mesures exceptionnelles, justement pour résister à cette vague de grand chaud. Alors on sait bien qu'un été n'est pas nécessairement révélateur d'eux, mais en tout cas ça a totalement validé ce que nous disent les scientifiques. C'est l'idée, vous savez, de ces dômes de chaleur. Ce dôme qu'on a vu au Canada, qui a quand même conduit à des incendies que personne n'a pu éteindre. Hein. C'est la nature qui a éteint elle-même les incendies canadiens. Eh bien ce dôme de chaleur, on l'a vécu un peu moins fort, on n'avait pas 50 degrés, mais enfin on l'a vécu. Et il a été très long, de juin à octobre. Donc oui, bien sûr, et derrière, pour vous tous, au regard de vos responsabilités, bien sûr que tout ça induit aussi des grandes questions autour de la sécurité, des grandes questions autour de la prévention, de l'anticipation, qui est le maître mot de votre congrès aujourd'hui. Merci beaucoup, Cédric Lewandowski. Moi, je note que malgré l'heure avancée, Stéphane, voulez-vous dire un mot? Personne n'est sorti de la salle. C'est bien la preuve que vous les avez tous tenus en haleine. Vous avez peur de partir dans le noir, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, merci. Je vais faire un putsch. Ouais, il le mérite. Il le mérite. Waouh. Tu es ce qui s'appelle un bon client. Merci. Chaque année, au CDSE, il y a 1, 2 ou 3 bons clients. Depuis ce matin, nous avions eu Guillaume Pépi. On faisait un Pépi, il a été cité 25 fois, jusqu'à ce que tu arrives. Jusqu'à l'arrivée du général Burkhardt, je pense qu'on va citer Lewandowski assez souvent. Merci. C'est vraiment bien, tu as réchauffé la salle. Je n'y étais pas complètement parvenu. Guillaume vous avez un peu réveillé au moment où il a cité Ségolène Royal. J'ai noté qu'il fallait l'inviter l'année prochaine. J'aurais pu en parler aussi. Mais non. Mais donc, on invitera Ségolène Royal l'année prochaine. Plus sérieusement, c'est extrêmement rassurant. Je vous parlais ce matin d'un État bavard, là où on réclame un État stratège, souvent. C'est extrêmement rassurant d'avoir des mecs comme Guillaume Pépi, comme Cédric Lewandowski, qui... rompus à l'exercice de l'État,
rejoignent nos entreprises et portent ainsi les couleurs avec beaucoup de confiance, beaucoup de conviction et beaucoup de sérénité, les couleurs d'un service public absolument essentiel. On a vaguement parlé des trains ce matin, on vient vaguement de parler d'énergie à l'instant. Waouh, ça fait du bien. Merci. Il n'y a pas que des bavards, il y a aussi des gens qui construisent et qui regardent loin. On a beaucoup parlé de confiance à l'instant. Merci beaucoup. Tu as cité Émile, qui est mon homme de confiance. Je note qu'il va falloir modifier le règlement intérieur du CDSE, car si on fait une génuflexion pour le vice-président, Oui. pour le président, j'aimerais qu'à l'avenir, vous scandiez mon nom en lançant des bigorneaux par poignée de 25 à chaque fois que je me présenterai sur la... Ça me paraît bien, je prends ton exemple, voilà. En tout cas, juste 2 contraintes d'heure, juste avant d'immenses acclamations pour Cédric Lewandowski. Il est 13h05. À 14h tapante, car en matière de ponctualité, le militaire n'a rien à envier à la SNCF, le général Burkhardt sera ici. Je vous demande donc un peu de discipline. Je vous ai vaguement, vous avez souhaité parler de l'Allemagne à un moment, je me demande pourquoi en matière de nucléaire, enfin bon bref. Donc un peu de discipline s'il vous plaît, à 14h tapante, je vous souhaite, oserais-je dire je vous veux, dans cette salle. Voilà. Et puis, une fois que vous serez là, et que vous aurez là encore applaudi le général Burkhardt, probablement, parce qu'on fera un Burkhardt après de façon régulière, comme on ferait un Lewandowski ou un Pépi jusqu'à maintenant, j'insiste auprès de vous pour vraiment rester jusqu'à notre invité spécial. Il est très spécial, et il méritera lui aussi que vous le citiez abondamment à l'issue de ce colloque qui... à mi-parcours, à l'hémistiche, et grâce à toi, cher Cédric, se poursuit bien. Merci infiniment. Merci.